Salut, vous êtes sur ma chaîne de décryptage de l'actualité politique africaine et surtout togolaise. Cette semaine, nous allons en Afrique du Sud. Et pour les amoureux de l'activisme politique, on se rappelle de Nelson Mandela et de sa femme devenue son ex-femme Winnie Mandela. Pour les amoureux de la musique, c'est Lucky Dubé ou maintenant Ameno Pia. Et pour les amoureux de l'entrepreneuriat, Elon Musk. Oui, Elon Musk est né en Afrique du Sud. C'est un Sud-Africain qui a finalement pris les nationalités que nous le connaissons aujourd'hui. Si je vous amène en Afrique du Sud, c'est que depuis la guerre entre Israël et le Hamas, les activistes politiques sud-africaines sont sur la scène internationale et demandent à ce que Israël soit traduit devant les tribunaux internationaux. La plupart des pays africains ont connu la colonisation. Pour dire, presque tous les pays africains ont connu la colonisation. L'histoire nous apprend que seule l'Éthiopie n'a pas été colonisée. Mais tout récemment, certains historiens africains sont revenus nous dire que l'Éthiopie a été colonisée par les gens venus du Yémen. La colonisation de toutes les parties du continent ont été différentes. En Afrique de l'Ouest, d'où je viens, mon pays, c'est le Togo. La colonisation a voulu que le colon vienne s'approprier les matières premières et en 1958, nous avons commencé par jouir d'un mandat et à un protectorat qui a été transformé en 1960 en indépendance. Et c'est presque l'histoire des pays de la zone ouest-africaine. L'Afrique du Sud a connu une autre forme de colonisation. Cette colonisation a voulu que les colons sont arrivés. Ils ont trouvé ces terres fertiles pleines de matières premières. Ils ont décidé de rester, de prendre la nationalité sud-africaine et de devenir les vrais propriétaires de ce pays. Avec le temps, en 1948, ils ont établi des lois raciaux que nous appelons apartheid, en poussant les autochtones, ceux qui sont propriétaires de ce pays, les indigènes, si on veut utiliser les mots de ces terres, dans les ghettos et de temps en temps faisant des descentes brutales. L'homme le plus connu de la lutte contre l'apartheid est Nelson Mandela. Mais il y a beaucoup qui ont vraiment lutté pour l'abolition de l'apartheid en Afrique du Sud. L'activiste politique qui m'a le plus intéressé, dont j'ai toujours parlé, est Winnie Mandela, la femme de Nelson Mandela. Elle a dit ça dans une interview. Elle dit que quand elle est partie au tribunal, parce que Nelson Mandela a été condamné en prison pour avoir fait des actes terroristes. Elle dit quand elle est allée au tribunal et qu'on a donné le temps que Nelson Mandela fera en prison, elle n'a pas pensé vraiment à l'activisme politique en ce moment. Elle n'a pas pensé à libérer son pays. Elle s'est dit, j'ai des petits-enfants qui ne connaîtront jamais leur père. Et sa lutte, c'était de le libérer pour que ses enfants puissent le connaître. Et elle dit, la lutte pour libérer mon mari a libéré mon pays. Ça veut dire que des fois, les petits pas, nos petits pas deviennent des grands pas. Donc, n'ayons pas peur de faire des petits pas. Ce petit business auquel tu as toujours pensé, n'aie pas peur de le commencer. Parce que des fois, c'est nos petits pas. Entre Israël et le Hamas, certains politiciens sud-africains font les grottis sur les réseaux sociaux et même dans les news parce qu'ils se sentent vraiment concernés par la colonisation et l'apartheid que connaissent les Palestiniens.
et qui n'est pas touché par la colonisation, surtout quand tu as été un peuple dominé, diabolisé, on vous a pris votre culture, on vous a demandé de changer de nom, qui ne se sent pas concerné. Alors, les discours sont allés de gauche à droite, mais peut-on comparer la colonisation sud-africaine à la colonisation dont nous parlons dans le cas de la Palestine? Pour continuer, je crois que toute population a le droit de s'auto-gouverner et de choisir les représentants qu'ils pensent qu'ils représentent mieux leurs intérêts. La colonisation, que ce soit en Afrique du Sud ou en Afrique de l'Ouest, c'était nous les autochtones, nous sommes restés sur nos territoires et les colons sont arrivés. Et quand ils sont arrivés, ils ont fait des guerres coloniales, ils ont rencontré des résistances et ils sont restés, ils ont exploité les matières premières ou ils sont restés comme en Afrique du Sud pour devenir aussi les autochtones, finalement des autochtones de ces territoires parce que leurs descendants qui sont nés là-bas n'ont d'autre part où aller que de rester en Afrique du Sud. Mais la colonisation dont nous parlons cette fois-ci, elle est un peu différente. Même si on ne peut pas comparer les colonisations parce que c'est des histoires douloureuses des peuples, le peuple israélien, c'était des gens qui passaient des moments très difficiles après la Deuxième Guerre mondiale et ce qu'ils avaient connu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont connu l'Holocauste. Et c'est pour ça même que l'ONU a été créée pour éviter ces genres de trucs, pour éviter que des groupes target ou les groupes ont pour vision de détruire une minorité pour des raisons religieuses, quoi que ce soit. Donc, après avoir connu l'Holocauste, ils ont décidé de chercher une terre où ils peuvent vivre en paix. Parce que ce n'est pas juste l'Holocauste, il y a eu d'autres choses qui sont passées en Europe. Alors, ils ont été à la recherche de terre. On leur a même proposé une terre en Afrique. Et ils se sont dit non. Pourquoi ne pas retourner sur la terre de nos ancêtres? Qui, pour mieux comprendre ça que nous les Africains qui sont dans la diaspora, on nous dit souvent que quand ça ne va pas dans la diaspora, ma soeur, rappelle-toi, faut revenir au pays, faut revenir au Togo, faut venir, il y a les champs de tes ancêtres là-bas, tu vas aller planter le manioc, tu vas aller planter l'igname, tu vas vendre au marché, au moins tu n'auras pas faim. Nous, les Africains de la diaspora, nous connaissons cette histoire ou ce langage que les gens tiennent en disant que même si tu pars à l'étranger, si tu pars te chercher, il ne faut jamais oublier d'où tu viens et il faut apprendre à tes enfants à se rappeler d'où ils viennent. Donc, les gens qui ont quitté cette terre de la Palestine, parce que c'est une terre de la Palestine, il n'y avait pas un État palestinien. S'il y avait un État palestinien, on ne serait pas ici en train de faire ces vidéos. Quand ils sont partis, ils n'ont pas oublié d'où ils viennent. Et le président égyptien a reconnu quand même qu'il y avait un peuple qui pratiquait la foi, la religion juive dans cette région et que ce peuple est parti. Maintenant, il y a les Arabes et les musulmans qui vivent dans cette partie de la Corne du Moyen-Orient. Donc, quand ils sont arrivés, quand ils ont décidé d'arriver, ils n'ont pas fait de guerre coloniale comme c'est arrivé en Afrique de l'Ouest, comme c'est arrivé en Afrique du Sud. Ils ont acheté ces terres. C'est comme quand nous vivons dans la diaspora, nous rentrons au pays, nous achetons ces terres. Ils ont acheté cette terre et ils ont commencé par arriver en achetant, ils achetaient, ils arrivaient.
À un moment donné, les Arabes qui pratiquaient la religion musulmane, qui étaient dans ce milieu, ne voulaient pas cohabiter avec cette religion, la religion juive, parce qu'ils voulaient que la région soit totalement musulmane. Un problème d'inclusivité que nous combattons aujourd'hui. On dit que nous, les panafricanistes, ne sommes pas inclusifs. Souvent, c'est le langage des afro-descendants. On se dit, les panafricanistes, nous nous reconnaissons maliens, burkinabés, togolais, ivoiriens, et eux, les afro-descendants. Et j'ai l'habitude de dire que Kémy Séba a fait un grand travail avec les afro-descendants et que nous, on est dans la lignée de la libération du Mali, du Burkina Faso pour ramener une paix en Afrique sud du Sahara. Que ça, c'est le combat d'abord. Et après, on pourrait faire le combat où nous pourrons introduire les afro-descendants. Mais je ne savais pas que je pourrais un jour citer Alassane Ouattara. Celui qui veut faire la guerre partout en Afrique, il a amené la guerre en Côte d'Ivoire, il veut amener la guerre au Niger. Maintenant, il veut faire des coups d'État au Burkina Faso. Il a dit que chaque fois qu'il n'y a pas d'inclusivité, chaque fois que vous enlevez des gens à cause de leur foi, la couleur de leur peau, quand c'est la couleur de leur peau, nous parlons du racisme, à cause de leur foi, à cause de quelque chose. Peut-être il y a les gens qui disent, je n'aime pas les gens comme ci, je n'aime pas les gens comme ça. Chaque fois que vous faisiez ça, vous créez des malaises qui peuvent amener à des combats. Donc, c'est les peuples arabes musulmans. Et nous, qui ont visité les pays musulmans, nous savons un peu qu'il y a des problèmes d'inclusivité, surtout les arabes musulmans. Hein, quand tu vis avec les musulmans, c'est la religion la plus... les musulmans maliens, nigériens, c'est la religion la plus sweet. On te fait à manger. Chaque fois qu'on fait à manger, on vous amène. Ramadan, on vous amène à manger. Même, j'ai vécu à côté des musulmans. À midi, tout le monde a quelque chose à la maison d'Aladi. Quand Aladi le vendredi, Aladi partage de l'argent à tous les enfants du quartier pour aller à l'école. Mais quand vous voulez vous mélanger un peu à la religion musulmane, quand il s'agit des Arabes, il y a un problème d'inclusivité. Et tous ceux qui ont vécu, même les afro-descendants, les autres qui ont essayé de vivre dans ces pays arabes, Qatar, Arabie Saoudite, Nemdem, Dubaï, on remarque que pour les Arabes musulmans, il y a un problème d'inclusivité. Donc, c'est les Arabes musulmans qui se sont dit, mais on veut pas d'une nation à côté de nous qui pratique une autre religion. Ça peut être une nation chrétienne. Ils ne veulent pas d'une nation chrétienne. Ils ne veulent pas être mélangés par une grande population qui pratique une autre religion que la religion musulmane. Et c'est là que les petites hostilités ont commencé. Et en plus de ça, ceux qui sont revenus de la diaspora et qui ont acheté les terres sont revenus avec des connaissances. Et ils ont commencé par développer le désert. Vous savez que la Palestine, c'est des régions désertiques où il n'y a pas grand-chose dans le sous-sol, où il n'y a pas des terres assez fertiles. Mais ceux qui sont arrivés de la diaspora sont arrivés avec la connaissance pour développer ces terres. Ils ont commencé par pratiquer l'agriculture de la cerise, juste des fruits que les autres n'arrivaient pas, ils n'avaient pas ces connaissances et ils vivaient. Vous voyez exactement aujourd'hui Tel Aviv et Gaza, on ne peut pas comparer. Et ce n'est pas une histoire de moyens parce que Gaza reçoit des aides humanitaires aussi, mais c'est une histoire de volonté, c'est une histoire de connaissances. Donc, ça a créé aussi des frustrations. Et ceux qui vivent dans la diaspora, les frères africains qui vivent dans la diaspora, savent que des fois, quand nous rentrons, nous avons ces petites connaissances que nous avons prises d'ici là et que quand nous l'appliquons sur le terrain, on sait que ces gens-là viennent de la diaspora. Et ça crée des petites frustrations avec ceux qui ne sont pas partis.
Je me rappelle une fois, j'avais une discussion avec mes cousins et dès qu'on a commencé par parler, je suis allée comme ça, tac au tac, et j'ai dit, bon, on le fait comme si la discussion est finie. Mais bon, chez nous, quand il faut revenir en discuter, réécoudre, et moi je me dis, mais bon, on perd le temps du moment où nous avons dit que nous allons le faire ceci, il n'y a pas la peine de se réunir une deuxième fois le matin, on vient te taper à la porte à 2 heures du matin, c'est la cérémonie, c'est comme ça que ça se fait, mais en Occident, bon, nous avons pris la décision, nous avons statué, la vie continue. Mais bon, vous voyez, donc ça a créé une frustration. Parce qu'on vient te réveiller à 6 heures du matin pour parler pour parler encore du même problème et tu leur dis, mais nous n'avons pas parlé de ce problème hier. Pourquoi on va encore parler aujourd'hui? C'est fini, on a dit non, mais c'est comme ça, les tantes sont là, les cousins sont là. C'est pour reparler de la situation. J'ai dit, mais on a déjà statué, maintenant aujourd'hui c'est le jour de l'action, on va faire ceci, on va faire cela. Donc, ceux qui sont arrivés de la diaspora avec ses connaissances, avec ses relations, avec ses moyens, ont commencé par développer une région dite désertique où il n'y a pas de pétrole alors que les autres pays à côté ont du pétrole et beaucoup de gaz. Ça a commencé par créer des frustrations. Déjà dans les années 1948, 1950, ça a déjà commencé. Qui n'est pas à la recherche de l'or, qui n'est pas à la recherche de diamants, de pétrole, de matières premières, mais un peuple qui cherche what we call safe haven, un endroit où elle peut être safe. Et quand ils sont arrivés, ils ont, après quelque temps, après un travail dur, après avoir changé le désert en terre presque fertile, après avoir développé l'endroit, ils se sentent encore rejetés par ceux chez qui ils ont acheté les terrains. Donc, c'est un peu comme ça que l'histoire a commencé. L'histoire a commencé avec des gens qui ont été déportés, qui ont vécu le pire, qui ont décidé de revenir sur la terre de leurs ancêtres. Ils n'ont pas voulu faire une guerre coloniale. Ils ne sont pas imposés en disant, bon, on va vous prendre vos terres. C'était nos ancêtres qui étaient ici les premiers, on est partis. On va vous voler vos terres. Non. Ils sont venus et ils ont acheté ces terres. Donc, si nous voulons vraiment comparer la colonisation sud-africaine à la colonisation, à ce que nous appelons colonisation d'Israël, nous devons avoir des éléments pour comprendre que même si ces deux événements douloureux, ce qui est derrière ces événements est différent. Ceux qui sont venus en Afrique sont venus à la recherche de matières premières. Ils sont prêts à faire des guerres. Dès qu'ils nous ont raconté, c'était la guerre coloniale. Même avant qu'ils nous racontent, ils ont pratiqué l'esclavage. Avant. Donc après, quand ils sont revenus, c'était très facile de nous dominer, diaboliser. Je n'ai pas vu quelque part dans une histoire où on a dit que les colons israéliens, bon, ce n'était même pas quand les Israéliens sont arrivés, ils ont demandé à ce que les Arabes changent de religion. Il leur a dit, hein, tu t'appelles Mohamed, je n'aime pas ton Mohamed, est-ce que tu peux t'appeler Akiri? Je n'ai pas entendu ça. Je ne les ai pas vus en train de créer des écoles pour instruire leurs enfants en hébreu, pour les forcer à apprendre d'autres langues qui ne sont pas leur langue. C'est un problème de terre, un problème de géopolitique qui concerne un peuple qui a été longtemps martyrisé et un peuple qui ne veut pas accepter d'autres religions, d'autres personnes si ce n'est pas eux-mêmes. La première guerre, dès l'annonce de la création de deux États, l'État d'Israël, l'État de la Palestine, ça devait être deux États, puisqu'avant il n'y avait pas l'État de la Palestine. Donc on a dit, avec tout ce qui se passe, bon, on va créer deux États.
on va créer l'État de la Palestine, l'État d'Israël. C'est les pays arabes qui entouraient Israël qui ont décidé d'attaquer, de faire la guerre parce qu'ils ne veulent pas l'inclusivité. Ils ne veulent pas. Ça pourrait être nous-mêmes. Là-bas, ils ne veulent pas. Les chrétiens là-bas, ils n'en veulent pas. Ils veulent que cette terre reste arabe. C'est ça qui nous a amenés ici. Mais notre combat, c'est pour l'inclusivité. Dans la vie, nous devons apprendre à être inclusifs. Les grands hommes que nous aimons, Nelson Mandela, c'était des hommes inclusifs. J'ai vu la vidéo que les frères panafricanistes m'ont envoyée. Cette vidéo m'a été envoyée dès ma première vidéo. Je n'ai jamais pris le temps d'aller au fond, de la regarder. Mais si vous attendez, il parlait de Arafat. Et il a fait cette interview. Et 3 ans après, il y a eu les accords d'Oslo qui ont donné une trêve, une paix à la région jusqu'à ce que nous connaissons ce qui s'est passé le 7 octobre. Donc, nous devons être objectifs. Si vous étiez à leur place, qu'est-ce que vous ferez? Si vous avez quitté vos terres et vous êtes allé et ça n'a pas marché, vous cherchez à revenir dans votre pays et vous avez acheté les terrains, vous êtes arrivés, les autochtones de cette terre ne veulent pas de vous juste parce que de votre religion, de votre couleur de peau, comment vous vous sentirez? Parce que c'est des choses qui commencent pas à arriver en Afrique. Certains pays africains, il y a des pays comme la Chine qui achètent beaucoup nos terrains et il y a des cris d'alarme parce que dans cette région, parce que